Moi, j'ai jamais travaillé nulle part, j'ai toujours créé. Pour moi, la bienveillance, c'est pas de la gentillesse. L'époque, en fait, crée des images qui sont en fait artificielles et qui sont fausses. D'un côté, il y a l'éternité de ce que l'homme a produit de mieux, et de l'autre, en fait, il y a la bêtise humaine. T'es petit con quand la vie t'a jamais encore balafré, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans La Bulle Rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Nadir. Je vais essayer de résumer un petit peu ton parcours, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, mais tout le monde le sait déjà, donc essaye de faire très court. Ouais. Alors en gros, ce que j'ai noté, c'est que tu as travaillé dans la livraison à domicile bien avant Deliveroo. Ouais. Enfin, j'ai créé la première entreprise de livraison de pizza à domicile, effectivement, donc en Europe. Exactement. Ouais. Tu as créé de la presse spécialisée avant la création des blogs. Tu as créé de la photographie, enfin tu as travaillé dans une agence de photographie. Enfin, non, j'ai créé une agence de photo. Moi, j'ai jamais travaillé nulle part, j'ai toujours créé. Voilà, personne ne voulait de moi, donc j'ai été obligé de créer mes jobs. Ok. Ouais. Donc tu as fait ça, l'agence de photo, avant l'existence d'Instagram. Tu t'es laissé dans le tourisme et aujourd'hui tu te spécialisais dans le tourisme. J'ai fait un comparateur avant les comparateurs et parce que j'étais le premier comparateur donc là aussi donc en Europe en 2000 il y avait quel coup donc il y avait nous Easy Voyage et puis maintenant je me suis lancé dans le tourisme responsable qui apparaît comme un créneau donc un peu opportuniste parce que les gens te disent ah bah oui c'est formidable tout le monde effectivement donc en parle enfin pour l'instant donc tout le monde en parle mais personne consomme donc si tu veux le côté formidable reste encore largement à démontrer. Voilà, mais on va en parler. Donc, et pourquoi je m'accroche et pourquoi je considère que c'est une cause extrêmement noble qu'il faut défendre. Parfait. Et puis, accessoirement, tu es investisseur chez Qui veut être mon associé. C'est comme ça que tu m'as repéré, j'imagine. J'imagine aussi, comme beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que là, pour en dire un mot, de cette bande d'investisseurs, j'étais sans doute, alors je ne parle pas de cette année, parce qu'avec Kelly donc, et Stéphanie, c'est un peu différent, mais globalement, donc, j'étais sans doute le moins connu. Eric n'était pas forcément non plus très connu, donc avant l'émission, même s'il avait une très belle réussite, parce qu'il y a une très grande différence entre être connu et être en réussite. On peut être en réussite et être inconnu, comme on peut être très connu et pas en réussite. Hein. Donc voilà. Et donc moi, j'étais ni l'un ni l'autre du reste, donc je vais considérer avoir eu une grande réussite. Je considère pas non plus être très connu, mais c'est sûr que j'ai plus de notoriété donc aujourd'hui que j'en avais hier et il y a un côté sympathique, effectivement, à s'arrêter dans la rue, à discuter avec des gens que tu connaissais pas, donc 3 minutes plus tôt. Ceci dit, moi, j'ai toujours fait un peu ça, donc quelque part, ça me change pas non plus de vraiment beaucoup de mon fonctionnement naturel. C'est-à-dire que moi, je vais au resto, je parle avec tout le monde, j'interpelle les gens, je prends le train, je parle avec les gens qui sont à côté. Enfin voilà. Donc bon, je considère pas que ce soit une plus-value exceptionnelle me concernant. Voilà. Ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai une notoriété que je n'avais pas, mais très clairement en termes de business donc et de fonctionnement personnel, j'ai pas le sentiment que ce soit révolutionnaire donc comme fracture. Et justement, tu parlais là de ce côté relationnel, du fait que tu aimes bien discuter avec les gens au resto, dans la rue. Et c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui se sont construits eux-mêmes. Ouais. Peut-être pas un Bernard Arnault, peut-être pas ces galaxies, entre guillemets, un autre niveau. Attends, Bernard Arnault, il paraît qu'il va tous les samedis dans les boutiques quand même pour observer les clients, tu vois. Et donc, tu vois, je pense que si tu veux, c'est quoi en fait l'investissement et c'est quoi l'entrepreneuriat ? Finalement, moi je dis tout le temps, c'est de la sociologie avec une calculette. C'est-à-dire qu'en fait, tu observes les gens, tu observes ce qu'ils se disent. Tu vois, moi quand je vais au resto, j'écoute les discussions, etc. Voilà, t'as un petit panel en fait, tu vois, devant les yeux. T'en déduis un certain nombre de choses. Des fois, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Parfois, donc, ça sème une petite graine qui va plus tard donc se développer donc une idée qui pourrait devenir un concept, qui pourrait devenir un produit ou un service. Et donc, observer les gens, c'est la base même donc du business. Et ensuite, donc, interpeller, créer du contact et du lien, c'est-à-dire un peu de l'engagement. Enfin, tu vois, c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, donc, les gens veulent des likes et sont pas capables, effectivement, donc, de lever un pouce quand ils sont face à quelqu'un. Moi, je préfère que mon pouce soit levé quand je discute avec toi, plutôt qu'effectivement avec des gens que je connais pas, donc, sur les réseaux. Voilà. Donc, la capacité à engager, tu vois, et à engager tout court la discussion, ça me semble effectivement, donc, une qualité assez naturelle. Donc, pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui veut avoir des clients, qui veut gérer ses clients, qui veut établir du lien. D'ailleurs, on disait, avant il y avait une formule qui disait, parce qu'on est dans un podcast sur les mots, on disait donc être d'un commerce
commerce agréable. Voilà, moi j'ai toujours été d'un commerce agréable et c'est peut-être pour ça que j'ai fait du commerce. Et est-ce que tu mets une différence entre ces personnes qui vont parler facilement avec les autres et ce qu'on appelle les beaux parleurs, qui peuvent avoir un côté peut-être justement un peu trop Oui, mais un beau parleur, c'est très etc. différent. C'est qu'un beau parleur, il veut de toi quelque chose. Voilà. Tu vois, donc un beau parleur auprès d'une femme, il veut la séduire. Un beau parleur auprès donc d'un prospect, donc il veut le transformer donc en client. Tu vois, donc alors que quelqu'un qui engage la discussion donc facilement, bah, il veut juste discuter, quoi. Et ce qui va ressortir de cette discussion pourra lui permettre peut-être plus tard de faire des choses, mais à minima, il aura passé un moment agréable. Voilà, moi, je préfère dans le train. Bon, des fois, je bouquine, etc. Mais sinon, s'il y a des gens en face, etc. Donc, l'autre jour, d'ailleurs, j'allais à Nantes, cas très concret. Donc, à côté de moi, il y avait une jeune femme. J'ai commencé à faire une blague ou deux. Elle m'a dit, vous savez, de toute façon, je sais qui vous êtes. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, vous êtes le gars de Vierzon, l'archevêque. J'ai dit, non. J'ai dit, non, malheureusement, j'aurais bien aimé être monsieur l'archevêque. Donc, il est plus jeune, donc plus riche, plus grand, donc plus beau. Et je lui ai dit, non, moi, c'est net. Ah oui, excusez-moi, etc. En plus, elle me dit, vous êtes dans le tourisme, mais moi aussi, je suis dans le tourisme. Bref, on a engagé une discussion et on avait un terrain, donc, tu vois, d'échange et peut-être de collaboration sur la partie hôtelière, parce que j'ai racheté, donc, dans mes activités, une base qui s'appelle Betterfly Tourism, enfin, une plateforme qui s'appelle Betterfly Tourism et qui fait le bilan énergétique, donc, des hôtels et qui leur propose des solutions pour améliorer, donc, leur bilan carbone. Solutions qui ont un double avantage, 2 kg de CO2 en moins, c'est notre promesse, et 2 € par nuitée. Donc 2 kg de CO2 par nuit, donc 2 € par nuitée. Donc à la fois l'économie pour la planète et l'économie pour l'exploitant. Bon, oui. Et ben, donc elle était très intéressée. J'ai lancé une réunion avec la directrice commerciale de Betterfly et apparemment ça avance bien et on va faire des trucs ensemble. Tu vois. Et donc voilà, moi c'est mon mode de fonctionnement. Je discute avec les gens et il se passe des trucs et puis des fois il se passe rien et c'est pas très grave. Voilà. Justement, cette question de l'écologie, de l'environnement, j'ai l'impression que finalement que c'est quelque chose qui est à travers tout ton parcours, parce que tu étais très tourné vers la nature, avec la photographie, avec toutes ces choses-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est né un peu plus tard par l'observation de la nature, justement? Ouais, les deux. C'est-à-dire que, globalement, j'ai toujours été intéressé puisque mes grands-parents étaient agriculteurs. Hein, donc, moi, j'ai été élevé à la ferme de 0 à 6 ans, donc en Bretagne, avec ma grand-mère, donc qui a passé toute sa vie quasiment à traverser une cour avec des seaux. Et donc, je connaissais évidemment donc le rapport à la nature et le fait que la nature était nourricière. Donc, et que globalement, donc on avançait vers les époques où on passait donc d'un monde en fait d'abondance à un monde de répartition. Maintenant, c'est assez clair et où la production donc alimentaire devient un problème, alors qu'à une époque donc c'était pas le sujet. Donc et donc j'ai très vite compris en fait que la nature avait ses limites. Voilà, et donc il fallait essayer de la préserver. Ensuite de quoi, donc j'ai été dans le voyage, et donc dans le voyage, tu vends des grands espaces, tu vends la beauté du monde, et donc j'ai compris là aussi qu'il fallait la préserver, et que souvent en fait, donc le touriste et voire même et même les promoteurs du tourisme n'étaient pas forcément les meilleurs défenseurs de cette nature, tu vois, donc et que donc il fallait cadrer les choses, voilà. J'ai été par exemple très impressionné la première fois que j'ai été dans un parc américain avec les rangers qui préservent ces parcs de manière très rigoureuse. J'ai été impressionné la première fois que j'ai fait le Sahara, donc enfin que j'ai fait, c'est pas une très belle expression, la première fois que j'ai marché dans le désert algérien et que j'ai vu les Touaregs qui ramassaient donc évidemment donc chaque bout de papier, chaque bout de plastique et qui essaient de préserver autant que faire se peut donc leur terrain de jeu et j'ai toujours été effaré par les imbéciles donc qui balancent leur bouteille en plastique, qui gravent leur nom donc sur des arbres qui leur ont rien demandé ou qui mettent des tags donc sur des monuments historiques donc qui ont plusieurs millénaires donc et qui se sont bien passés de leur nom donc apposés sur l'édifice donc pendant des années, tu vois, et pendant tout ce temps-là en tous les cas tu vois, et d'un côté il y a l'éternité, tu vois, et ce que l'homme a produit de mieux, et de l'autre en fait il y a la bêtise humaine, voilà. Oui. Et je me suis dit très vite, mais comment on peut
expliquer aux gens, en fait, leur donner des repères, tu vois, pour que ils vivent les choses mieux et qu'en même temps, donc, ils évitent de salir les lieux sur lesquels ils passent. Alors, on parle aujourd'hui de surtourisme, mais si tu veux, le surtourisme en soi n'est pas un problème, c'est le mode opératoire qui est un sujet. Oui. Pourquoi le surtourisme n'est pas un problème? Parce qu'il y a plein de pays qui manquent de touristes et qui aimeraient en avoir, donc, pour pouvoir mieux vivre. Il y a plein de gens qui attendent des touristes, donc, pour faire vivre leur famille. Hein, donc, il y a des pays où le PIB du tourisme, donc, va représenter jusqu'à 70% comme les Maldives, tu vois. Donc, mais en même temps, ce tourisme-là, il doit aussi respecter les lieux où il se trouve. Il doit considérer que il y a eu que finalement, il doit laisser à minima l'endroit aussi bien qu'il l'a trouvé, voire même mieux. Voilà, parce qu'il peut y avoir un tourisme régénérateur, donc c'est maintenant toute une nouvelle dimension du tourisme. Et voilà, et donc j'ai compris qu'en fait, quand tu es un professionnel du tourisme, tu te dois d'éduquer les gens. Et finalement, cette nouvelle donne du tourisme responsable engendre quoi? Engendre le fait que le tourisme responsable démarre par des touristes responsabilisés, donc bien informés, et que donc on a un rôle d'information. Voilà, on n'a peut-être pas un rôle d'éducation parce qu'on ne va pas éduquer les gens, mais on a un rôle d'information pour que chacun puisse prendre la mesure quand même des enjeux, tu vois, et donc adapter son comportement aux enjeux. Voilà. Et en ce moment, on l'a encore vu cette semaine, la semaine dernière, des personnalités qui font ce qu'on appelle de l'agite propre, c'est de l'agitation politique, de l'agitation de propagande, pardon, en attaquant des œuvres d'art, la Joconde, je crois que c'est un Manet qui a été attaqué cette semaine. Avec de la soupe. Ah, exactement. Et donc, c'est une façon de communiquer et d'essayer d'éduquer. Est-ce que tu penses qu'à travers l'entrepreneuriat, tu réponds à un autre, tu utilises un autre moyen? Je me pose complètement à ça. Moi, je pense que si tu veux, on est en opposition complète. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des glands qui veulent effectivement donc saccager des œuvres, même s'il y a une vitre, etc. Demain, on n'est pas à l'abri quand même qu'il y a un cinglé effectivement qui mette le feu à une œuvre d'art. Donc, qui veut priver l'humanité de ce qu'elle a de plus beau, au nom du fait que l'humanité pourrait disparaître. C'est quand même un peu débile. C'est-à-dire que tu vas commencer à t'attaquer au beau qu'on s'attaque au moche, si tu veux. Tu vois, les rues de Paris, il y a un tas de lieux enlaidis totalement sur lesquels on pourrait commencer par s'attaquer à ça. Si tu veux, s'attaquer au beau, s'attaquer quasiment au sacré, parce que pour moi, le beau, c'est quasiment du sacré, et c'est un patrimoine universel. Donc pourquoi quelques-uns, au nom d'une colère qui est peut-être légitime, iraient effectivement priver toute l'humanité d'œuvres qui nous ont éblouis, nous apportent effectivement donc apporte à tous du bonheur. Je trouve ça effectivement donc totalement scandaleux et totalement contre-productif. Moi, je pense que ces gens, si tu veux, donc qui toute la journée, effectivement, donc t'expliquent que c'est la fin du monde et que si on fait pas je ne sais quoi, effectivement, donc de toute façon le monde est foutu, la planète est foutue. D'abord, il faut rappeler que c'est pas la planète qui est foutue, c'est l'humanité, parce que déjà la planète, elle va continuer à vivre 4 milliards et demi, 5 milliards d'années. Tu vois, elle est à la moitié de son existence et donc elle finira par disparaître, par imploser. Mais en tous les cas, donc elle a encore pas mal de temps devant elle. Premier élément. Et elle qui fasse plus 40, moins 50, ça change rien. Donc effectivement, là où on a un sujet, c'est l'humanité. Bon. Et on nous dit, oui, vous allez voir, la transhumance donc climatologique va arriver et les gens vont tous venir ici, etc. Mais déjà, c'est le cas. La transhumance économique existe déjà. Donc pourquoi ces gens ne s'excitent pas, si tu veux, donc déjà sur le fait qu'il y ait 3 milliards de gens aujourd'hui dans le monde qui vivent avec moins de 3 $ par jour. Voilà, ça c'est une réalité concrète. Et ces gens-là aujourd'hui, quel est leur destin? Eh ben, c'est de traverser la Manche ou l'Atlantique, donc la Manche dans un sens, l'Atlantique donc plus globalement, pour effectivement essayer de se trouver une destinée et de faire vivre les leurs. C'est un monde où il y a tout un pan de l'humanité qui est déjà effectivement en situation donc de gérer non pas la fin du mois et la fin du monde, mais plutôt la fin de la journée, parce que eux, c'est leur pitance à la fin de la journée. Hein. Tu vois, un exemple, par exemple, en République dominicaine, tu as 20% des gens qui bossent dans les hôtels qui ne sont pas rémunérés. Et leur seule rémunération, c'est des pourboires. Et donc le gars, tous les matins, il arrive, et sa seule obsession, sa seule logique, c'est de faire 10 $, donc de pourboires, pour pouvoir le soir nourrir les siens. Et tu veux... Quand des gens vivent dans ces conditions, voilà, et qu'on est responsable en partie de ces conditions, moi je me dédouane pas de ça du tout. Je dis juste que, 1, diagnostic, et 2, trouvons effectivement. Et c'est pour ça que je dis que, 2, trouvons les solutions. Et donc c'est pour ça que je dis que notre mission, ma mission à moi, c'est pas de décarboner donc le monde, c'est de baisser l'empreinte carbone, de monter l'impact social. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'il y a 2 plateaux et que tu ne peux pas considérer qu'un seul élément. Parce que le premier est au service du deuxième. Donc déjà, considérons dès maintenant les 2. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, donc, on considérait que l'impact carbone. Donc, moi, mon problème n'est pas de balancer de la soupe sur les œuvres d'art, il est de donner à manger à un maximum de gens dans le monde. Et au-delà de leur donner à manger, il est de donner aux gens de la dignité.
Je pense que le monde, les peuples, les populations, les individus aspirent à quoi ? À élever leur niveau de dignité. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas né du bon côté, puisque évidemment ça fait des grandes différences, pourquoi il devrait être condamné ? Et alors, on va lui expliquer qu'en plus, il n'y aura plus d'avion, et comme ça, il est sûr, en plus, de pouvoir, effectivement, donc, venir ici, ou s'il vient ici, il ne pourra plus retourner chez lui, voir les siens. Tu vois, il y a un truc qui déconne complètement. Donc, ça ne marche pas, ce monde-là. Donc, moi, je dis, créons les conditions d'un monde apaisé. C'est bien ça, donc, l'enjeu qui nous est effectivement exposé. Et donc, les intégristes, là, ou les activistes qui savent juste qu'une seule chose, c'est interpeller, c'est très sympathique, mais c'est quoi les solutions ? Donc, moi, je suis pour, si tu veux, une écologie des solutions. Voilà. Et donc, moi, quand j'investis dans des boîtes qui, effectivement, essaient d'apporter des solutions, eh ben, j'ai le sentiment d'essayer d'apporter ma contribution à l'évolution des choses. Alors, à ça, j'ai un grand différent, évidemment, avec la bande à Jean Covici, qui, eux, effectivement, donc, considèrent que de toute façon, c'est foutu. Et que donc, il faut absolument interpeller avec force et dire il n'y a aucune solution, parce que si on entrevoit le fait qu'il y ait des solutions, alors ça va dispenser les gens d'agir. Moi, je ne pense pas que ce soit ça la bonne formule. Je pense que quand tu veux faire un régime, tu vas devant le médecin, il commence par te peser. Donc, acte 1, effectivement, donc, on fait un bilan. Et puis, acte 2, il te dit, diagnostic, voilà ce qu'il va falloir faire. Voilà. Et la plupart des gens, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire pour améliorer leur niveau de santé, parce qu'ils ont envie de vivre plus longtemps, parce qu'ils ont envie de vivre en bonne santé plus longtemps, parce qu'ils ont envie de pouvoir faire un certain nombre d'activités. Donc, moi, je pense que le premier sujet, c'est diagnostic, information auprès des populations et mise en œuvre de solutions. Voilà. Et donc, quand Jean-Marc nous explique qu'on ne pourra plus prendre l'avion et que l'avion, ça devrait effectivement être 4 vols dans une vie, d'accord ? Bon, d'abord, c'est un marqueur, 4, pourquoi pas 6, pourquoi pas 8 ? Oui. Bon, déjà, donc, on voit bien qu'évidemment, c'est un coup marketing, d'ailleurs, qui a très bien marché, puisque globalement, donc, tout le monde en parle. Moi, le premier. Donc, 4 vols dans une vie. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que déjà, la croissance de l'aérien, c'est les primo-voyageants qui vont la faire, c'est-à-dire les Chinois et les Indiens. Donc, aujourd'hui, il y a 3 milliards, grosso modo, et demi de passagers. Il va y en avoir 6 ou 7 milliards. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'empreinte carbone de l'aérien ne baisse pas. Parce qu'en fait, elle baisse, elle ne cesse de baisser individuellement. Et par contre, comme il y a de plus en plus de voyageurs, ça reste relativement stable. Mais ces voyageurs qui arrivent, ils viennent d'où ? Donc, comme je le dis, de Chine et d'Inde. Ces gens-là, c'est qui ? C'est des gens qui parfois se sont battus pendant 3 générations pour qu'il y en ait un qui arrive à la consommation. Et quand le gars arrive à la consommation, parce qu'il est ingénieur et qu'enfin il a un salaire, ce gars-là, il veut 3 choses. 1, il veut une voiture, parce qu'il dit une voiture c'est la liberté, comme effectivement donc ça a été le cas donc à une époque en Occident, ça l'est moins maintenant, mais à une époque évidemment la voiture, James Dean, etc. Voilà, ça, la vitesse, etc. Ça incarnait effectivement le rêve américain. Forme, voilà, le rêve américain, voilà, ça incarnait une forme de liberté, et donc cette liberté, pour lui, elle est toute bête, c'est d'aller avec sa mère ou sa copine donc faire des courses en grande surface et pas prendre le bus avec les sacs. Donc après, c'est pouvoir amener sa copine donc le dimanche après-midi faire un petit tour. Voilà, bon, c'est des choses toutes bêtes. Premier élément. Deuxième élément, donc ce gars-là, il veut la clim. Il dit, ici, c'est trop rude, le climat, etc. Pour bien dormir la nuit, pour bien vivre, etc., il faut la climatisation. Voilà. Et troisième élément, il veut voyager parce que depuis tout petit, il voudrait voir la Tour Eiffel. Comment on explique à ce gars-là que parce que nous, on a pollué pendant 100 ans, il ne pourra pas, effectivement, lui, réaliser ces 3 choses-là. Ça ne marche pas. Donc, la seule moyen qu'on a pour que ça marche, c'est de décarboner ces 3 choses-là. Ouais. C'est de faire en sorte d'inventer, effectivement, donc un monde différent. Et donc, qu'il ne soit pas un monde punitif, qu'il soit un monde incitatif. Dire aux gens, cette clim-là, à eau, elle pollue 4 fois moins. Cette solution, la bagnole électrique, c'est mieux, etc., pour telle et telle raison. Voilà, et après, on pourra parler des moteurs électriques, si tu veux, donc, et des batteries, etc. Mais globalement, de flécher les bonnes pratiques, si tu veux, ça marche. Parce que c'est incitatif dans le bon sens. Mais le punitif, restrictif, de mon point de vue, ça ne marche pas. Et la meilleure preuve, c'est que l'aérien continue de se développer, malgré tout ce qu'on en dit, si tu veux, et j'ai pas noté, effectivement, donc, qu'il y avait une baisse aujourd'hui d'usage de voitures au global dans le monde. Voilà. Donc, la réalité, c'est qu'il faut engager les gens, inciter les gens à changer leurs pratiques. La viande rouge, par exemple, c'est pareil. Il y a ceux aussi qui vont barioler donc, les vitrines des boucheries et qui mettent ici on tue, ici on égorge, etc. Très bien. Je veux dire que... Mais est-ce que ça change la consommation de viande ? Non. Ce qui change la consommation de viande, c'est de prendre conscience que, effectivement, ça produit du CO2, que l'agriculture, c'est 20% de production du CO2, que là-dedans, l'élevage, c'est 10%, et que dans l'élevage, la viande rouge, c'est peut-être 70% des 10%. Donc, c'est 6-7% au niveau mondial, ce qui est monstrueux, parce que ce serait plus que l'aérien. Voilà. Oui. Donc, quand on met de la viande rouge
dans les avions en long courrier, là c'est double peine. Tu vois, donc déjà, moi je dis aux compagnies aériennes, mais commencez déjà par avoir des bonnes pratiques, si tu veux. Donc évidemment qu'il faut flécher les bonnes pratiques. Et je termine là-dessus sur l'aérien, c'est pour dire qu'il y a déjà des solutions aujourd'hui. L'aérien, c'est le domaine en motorisation qui a le plus avancé sur tous les modèles de transport. L'aérien, aujourd'hui, sur les nouveaux donc, Airbus ou les nouveaux Boeing, on est à 2,2 litres, 2,3 litres au 100 passagers. Une voiture, c'est 6,5 litres. Hein. Enfin, ouais. Pourquoi, effectivement, donc, on est après pareil en termes, effectivement, donc, d'empreinte, parce que l'aérien, c'est 2,8% d'empreinte carbone, mais avec les traînées, c'est 4%. Donc, l'impact, c'est effectivement donc, les traînées. Mais aujourd'hui, en consommation, on est à 2,2 litres. Encore une fois, une voiture, c'est 6,5 litres. Alors, une voiture, on peut être 4 dedans. 80% des trajets d'une voiture, c'est une personne. Bon, donc, si tu veux, donc la réalité, voilà, c'est que on n'est pas, si tu veux, quand on compare effectivement donc les choses, c'est pas on n'est pas complètement déconnant. Premier élément. Deuxième élément, donc, il est très important de rappeler que les vols directs, c'est 15% d'empreinte carbone en moins. Donc, commençons-nous les professionnels par flécher les vols directs. Ensuite, si tu es client, on me dit, oui, mais vos clients sur votre site Fairmove, il y a aussi les vols directs. Mais moi, les moteurs de vol, c'est pas moi qui les fais. Moi, je mets en avant les vols directs et je dis, prenez les vols directs. Si après, à la fin, une fois que j'ai informé le client, il veut effectivement donc prendre un vol indirect, qui je suis pour l'empêcher de le faire? C'est exactement la même chose qu'un médecin. Un médecin te dit, arrête de fumer, parce que sinon, tu vas avoir un cancer des poumons. Mais à la fin, il y a des gens qui continuent de fumer. Je ne parle pas de ça, j'ai arrêté il y a un mois. Bah, tu vois, c'est-à-dire que tu informes les gens, tu leur mets en avant les conséquences, et t'espères qu'évidemment, le gros des troupes va obtempérer, entre guillemets, dans une dynamique volontaire. Donc, je termine là-dessus, tu vois, sur l'aérien. Donc, effectivement, tu flèches les vols directs et t'expliques aux gens et t'espères qu'ils vont suivre tes conseils. Déjà, si tu veux, donc 15% d'empreinte carbone en moins, parce que le décollage, l'atterrissage et le roulage, c'est 15%. Alors que tout le modèle de l'aérien a été construit sur les vols indirects qui sont moins chers. Ce qui paraît une aberration, mais c'est comme ça. Tu vois, on pourrait expliquer pourquoi, etc. Évidemment, mais peu importe. Je veux dire, la réalité, c'est que quand on ne paye pas le juste prix des choses, alors quelqu'un le paye à ta place, et là, en l'occurrence, c'est la planète qui le paye. Donc, quand tu as expliqué ça aux gens, et tu vois, déjà, ça change pas mal les choses. Quand on explique aux gens que les chaussures sont faites par des enfants ouïghours, etc., il y a quand même des gens qui se disent « Ah ben, je vais arrêter de consommer cette marque. » Bon, voilà. Et ben, c'est exactement la même chose. Une fois que tu sais les choses, tu peux plus dire « Je ne savais pas. » Voilà. Donc, tu adoptes ton comportement. Attends, je t'arrive juste sur l'aérien, et après, je te passe la parole. Parce que c'est vrai que je suis un peu long, donc, mais bon, c'est une nature. Donc, effectivement, donc... les vols directs. 2, donc les compagnies qui pratiquent l'écopilotage. Aujourd'hui, les compagnies ne sont pas toutes à égalité. Il y a des compagnies qui sont beaucoup plus avancées que d'autres et qui ont des pratiques beaucoup plus vertueuses que d'autres. À la fois parce qu'elles mettent 2% comme Air France, donc de biocarburant, donc alors que les autres en mettent que 1, voire certaines pas du tout, même si effectivement maintenant on est plutôt sur 1. Donc Air France est engagé, donc arrivé à 30%, donc à horizon donc 2030, donc c'est énorme. Hein, donc et les biocarburants c'est 85% d'empreinte carbone en moins. Alors, on a un problème, c'est que c'est 4 fois le prix et qu'on ne sait pas les produire en quantité. On pourra en reparler. Mais n'empêche, effectivement, donc, que déjà, là, il y a une solution. Ensuite, l'écopilotage consiste en quoi? À baisser le poids des avions, parce que plus tu es lourd, plus tu consommes. Voilà. Donc, comment tu fais? Au lieu de fueler, par exemple, en totalité, aller-retour, tu fueles que l'aller. Et puis tu refueles pour le retour après. Pareil pour l'eau. Tu vois, tu vas changer les sièges des avions, parce que les sièges d'avion, c'est extrêmement lourd. Ça peut représenter 2 à 3% du poids et donc de l'empreinte carbone. Tu vois, 50 tonnes, par exemple, 1 kilo par siège passager en long courrier, 1 kilo par siège passager en long courrier, c'est 50 tonnes de carburant par an. Tu vois, donc chaque fois que tu allèges les avions, tu économises énormément de carburant, donc de CO2. Tu vois. Et donc tout ça, effectivement, donc c'est à prendre en compte. Et donc dernière chose, donc évidemment le type d'appareil qui consomme plus ou moins. Et donc il faut régénérer les appareils, favoriser les appareils dernière génération qui consomment beaucoup moins que la précédente. Il y a 20% de carburant en moins par rapport à la génération d'avant. Et la nouvelle génération d'avions va encore améliorer de 20%. Tu vois, on va arriver à 2 litres. On était à 2 litres 2, 2 litres 3, on va arriver à 2 litres au 100. Tu vois. Et donc flécher les compagnies vertueuses qui ont les appareils neufs et qui donc font des vols directs, voilà, là tu as un écart donc qui est monstrueux. Je te donne un dernier exemple. Si tu vas à l'île Maurice, donc on va dire donc en long courrier, on va dire en moyenne c'est 2,5 tonnes pour aller à l'île Maurice, d'accord. Mais en fait, comme tu le sais très bien, donc j'imagine la moyenne est une menteuse. Et donc la réalité c'est que tu as des solutions à 5 tonnes et la meilleure solution elle est à 1,5 tonne, 1,6 tonne. Fléchons les 1,6 tonne, fléchons les 2 tonnes. Mais le gars, il n'en sait rien, lui. Tu vois, donc il a pris son billet d'avion. Voilà, mais si on lui dit, dis donc, Pépère,
Ça, c'est une solution, effectivement. Donc, à 2 tonnes, tu vois, tu vas économiser 1 tonne par rapport au voyage que tu as fait l'année dernière sur le même. Voilà. Et après, il faut expliquer, évidemment, qu'il y a des vols dont on peut se passer. Moi, je pense que les vols low cost subventionnés par les régions et qui vont favoriser le Limoges et Édimbourg, ça sert strictement à 39 €. Ça sert strictement à rien parce que à Limoges, personne voulait aller à Édimbourg et à Édimbourg, ils s'en foutaient d'aller à Limoges, tu vois. Et donc, si c'est pas subventionné, en fait, ça marche pas. Donc, moi, je pense que ça, c'est pas la peine de mettre de l'argent pour générer des vols qui servent à rien. Voilà. Et dernière chose, je pense que les aéroports peuvent se réinventer parce qu'aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure du roulage, donc par exemple au sol, on a tous vu ça, vécu ça quand on prend l'avion. Des fois, tu atterris au terminal 1 et tu t'amènes au 3 et tu roules pendant 25 minutes dans l'avion. Ça, c'est catastrophique, sauf si tu fais du green taxi, c'est-à-dire que tu mets des batteries électriques dans les roues. Mais ça a un handicap, c'est que ça alourdit l'avion en l'air. Ah oui. Voilà. Donc, la solution, c'est les tracteurs électriques qui tireraient l'avion. Voilà. Ben, pourquoi on n'est pas équipé de tracteurs électriques? Pourquoi tous les véhicules bagages de Roissy et d'Orly ne sont pas déjà passés à l'électrique? Tu vois? Et pourquoi les véhicules passagers, on a encore les véhicules passagers et on n'est pas directement au terminal? Pourquoi, effectivement, quand les bus, si on doit en avoir, ils ne sont pas tous électriques? Voilà, on peut déjà décarboner les aéroports. Et donc, Augustin de Romanet, quand il nous explique qu'il faudrait revoir l'aérien, etc., qui commence déjà par revoir ses propres véhicules sur son tarmac à lui, tu vois, que chacun, au moins, balaye devant sa porte. Et auquel cas, on fait avancer la cause. Tu vois, voilà. Et donc, c'est ça ma vision, moi, des choses. C'est qu'il y a des solutions, appliquons-les d'ores et déjà. Voilà. Et justement, j'ai lu un de tes posts LinkedIn où tu disais qu'un des plus grands ingrédients de l'entrepreneur, c'était sa capacité à convaincre. À convaincre des entrepreneurs, enfin, en l'occurrence des investisseurs, c'était l'objet de ce post ce jour-là. On passe son temps à essayer de convaincre, ça c'est vrai. Et donc là, est-ce que tu penses que le rôle de l'entrepreneur, ça peut être de convaincre en dehors de sa sphère d'action, c'est-à-dire potentiellement que tu ailles voir des politiques, que tu ailles voir des politiques de tout niveau, d'ailleurs national, locaux, etc., de travailler avec d'autres industries, éventuellement des organismes internationaux. Est-ce que tu penses que l'entrepreneur a un rôle politique et a ce rôle de convaincre en dehors de sa sphère d'action entrepreneuriale? Alors écoute, ça dépend lesquels, si tu veux. Donc je pense qu'il y a quand même plusieurs degrés niveau d'entrepreneur, tu vois. Donc et à chacun sa mission, tu vois. Donc le rôle d'entrepreneur, déjà, c'est de délivrer son service ou son produit de manière effectivement efficace, et c'est de satisfaire l'ensemble des gens qu'il a engagés avec lui et derrière lui. C'est-à-dire évidemment ses actionnaires, ses banquiers, ses fournisseurs, mais surtout ses clients. Voilà. Et donc déjà, avant de vouloir tout faire, commençons par bien délivrer ce pourquoi on est là. Tu vois, je dis ça parce que aujourd'hui tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut effectivement parler de plein de choses qui sont pas forcément toujours effectivement en phase avec ce qu'ils font et avec ce qu'ils connaissent, et tout le monde considère qu'il est légitime sur tous les sujets. Ouais. Moi je pense que c'est pas le cas du tout, et d'ailleurs moi je refuse plein de trucs, et ton podcast je l'ai accepté pas parce que je te connaissais, pas parce que je t'aime bien, pas parce que je l'ai écouté, parce que je n'en écoute jamais aucun, mais parce que le titre m'a plu, c'est-à-dire que je me suis dit tiens, cette approche effectivement sur les mots, redonne le titre de ton podcast. La bulle rhétorique. Voilà, la bulle rhétorique. Je me suis dit, ça, je me sens assez à l'aise, tu vois, et légitime sur ce sujet-là, parce que j'aime prendre la parole, je prends la parole depuis toujours, et la rhétorique m'a toujours intéressé, à tous les niveaux, y compris dans la dimension philosophique de la rhétorique, tu vois. Et donc, je pense que, pour répondre à ta question, que l'entrepreneur, doit effectivement faire son job. 2, il doit animer ses équipes, et satisfaire ses clients. 3, il doit essayer de partager sa vision, et sa vision peut dépasser le simple cadre effectivement de son produit, parce que tu es toujours en décalage entre ta vision et ce que tu délivres. Ça c'est intéressant, ce partage-là. Et 4e, très important, il doit être valeur d'exemple. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'en ai marre des gens qui disent le contraire de ce qu'ils font, qui sont dans la tchatche permanente, tu vois, voilà. Parce que moi, je pourrais donner ce sentiment, parce que comme je parle facilement, beaucoup de gens disent c'est Nadir, etc., etc. Très bien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, en tous les cas, voilà, selon la formule consacrée, je dis ce que je fais ce que je dis, de manière très transparente, tu vois, et même quand je merde, c'est-à-dire que moi, il m'arrive de louper plein de trucs, évidemment, je suis pas toujours au rendez-vous, j'ai parfois mes faiblesses, évidemment, tu vois, ce matin, je parlais avec quelqu'un justement de l'acheter, tu vois, je pense que dans ma vie, j'ai été très courageux à plusieurs reprises, mais j'ai été aussi très lâche, tu vois, à certains moments de ma vie, tu vois, donc forcément, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas au parcours, etc., mais en tous les cas, il faut essayer d'être en cohérence avec ce qu'on dit, et d'avoir quand même une valeur d'exemple qui soit réelle, voilà. Et donc ça, je pense que c'est très important. Donc avant de vouloir faire de la politique, déjà, essayons d'être une valeur d'exemple, à défaut d'être exemplaire, hein. Donc voilà, je ne pense pas que être exemplaire, loin s'en faut. Et après,
quand tu as dépassé tout ça, si tu as encore du temps, si tu as encore de l'énergie, si tu as encore donc de l'envie, oui, la politique peut effectivement donc te permettre d'aller encore plus loin dans ta capacité effectivement donc à aider l'humanité à se développer. Je pense qu'entre les deux, il peut y avoir un intermédiaire que Tapi avait bien réussi, c'est le sport, c'est-à-dire donner du bonheur à plein de gens, voilà, parce que tu vois, je pense que par le sport, donc tu arrives aussi, c'est aussi un moyen d'expression collective. Tu vois, la principale fonction fédératrice du sport, au fond, c'est de transmettre du plaisir, tu vois, donc et tu le fais d'ailleurs, quelles que soient les classes sociales. Quand tu vas au parc, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes places, mais n'empêche que quand il y a un but, tout le monde communie en même temps. Donc, quand c'est un but pour le PSG, donc et c'est encore pire à l'OM. Donc, au PSG, ils se mettent torse nu quand il y a un but. À l'OM, ils sont déjà torse nu, donc ils ont du mal à aller plus loin. Moi, je prendrais pas parti, je suis pas assez le foot pour ça. Non, mais moi, je tiens à ma maison. Moi, j'aime les deux, il n'y a aucun problème. Donc, tu vois, je prenais juste ces deux exemples-là pour expliquer effectivement donc comment tu peux transmettre de la ferveur. Et comme j'ai parlé de Tapi, donc évidemment, ça nous renvoie donc à l'OM. Tu vois, mais Tapi avait avant ça donc aussi avec Bernard Hinault donc gagné le Tour de France cycliste et transmis aussi donc tu vois du bonheur à pas mal de gens. Donc voilà, donc je pense que tu as d'abord ta mission, tu as ensuite la vision et la cause que tu peux défendre. Voilà, le sport qui peut effectivement, donc une croix de transmission pour transmettre du bonheur au plus grand nombre. Et puis après, la politique qui peut être l'acte ultime pour faire en sorte de faire avancer ta cause, ta vision. Mais encore faut-il pouvoir le faire de manière concrète. Tu vois, moi, souvent, les gens disent Ben Nadir, tu aurais pu être ministre du Tourisme, etc. Donc, moi, non. Très franchement, je me le souhaite pas. Donc, et deux, je serais très mauvais. Et pourquoi je serais très mauvais ? Parce que moi, j'aime faire. Tu vois, et donc, passer mon temps à développer des discours qui, à la fin, effectivement, produisent très peu de choses. Et tu veux, je préfère, moi, si tu veux, donc, produire des trucs sans le dire plutôt que de dire des trucs que je ferai jamais, quoi, tu vois. Et alors, pourquoi on va dire, mais attends, c'est facile, tu vois, de parler comme ça, donc, etc. Donc, c'est pauvre politique, ça. Mais si tu veux, voilà, je pense que le ministre, c'est un niveau qui me semble très peu intéressant. Je préférais être maire. Voilà, c'est-à-dire que maire, c'est du concret. Tu peux faire avancer les choses. Tu peux parler avec les gens. Tu vois, Jean-Louis Borloo, quand il était maire de Valenciennes, il allait dans les bistrots, etc. Et les gens lui disaient merci Jean-Louis. Voilà, je trouve que et c'est pas évident comme boulot. Si quelqu'un me disait merci, je pense que c'est le plus beau des compliments. Voilà, tu te dis, j'ai fait mon job. C'est pas évident, maire. Mon papa est maire de notre village. Alors c'est un petit village, mais déjà sur un petit village, c'est pas évident. Donc sur une grande ville, c'est très dur. Mais au moins, tu peux mesurer concrètement ce qui se passe. Oui, bien sûr. Si tu en as envie, si tu es à Hidalgo et que tu considères que Porte de la Chapelle, c'est les Champs-Élysées dorénavant, tu es peut-être un peu déphasé par rapport aux réalités de ta ville. Mais si tu veux, moi, d'ailleurs, si j'étais maire, mais j'irais avec les éboueurs le matin. Donc pas tous les matins. Je le ferai régulièrement, comme dans les parcs d'attractions, le PDG ramasse les papiers. Si tu veux, je veux dire que là encore, il faut être valeur d'exemple. Là encore, il faut être moteur. Tu vois, donc si tu veux, les choses. T'es maire, tu te déplaces à pied, si tu veux, ou en métro, etc. C'est-à-dire, on va dire oui, mais non, ça c'est facile à dire, machin. Mais très bien, mais moi je le ferai. Je veux dire que pas comme Taubira, donc en vélo avec 45 gardes du corps et les rues bloquées. Si tu veux, donc la réalité, devant, une voiture derrière. Voilà, ou à la fin, si tu veux, ça pollue encore plus. Donc finalement, tout ça c'est du spectacle. Je pense que si tu veux, voilà, il y a des marqueurs qui sont intéressants, comme l'a fait Janco encore une fois avec l'avion, mais il y a surtout. Je précise juste, Janco, c'est pas moi. Janco, c'est mon surnom. C'est vrai. Jean Corentin, donc on résume souvent à Janco. Donc là, on parle de Jancovici, évidemment. Donc, Jean-Marc Jancovici. Non, mais donc voilà, il y a des marqueurs qui sont intéressants, mais il y a mieux que des marqueurs. Il y a des réalisations concrètes qui vont améliorer l'existence des gens. Voilà. Et quand tu arrives à faire ça. Si tu veux, c'est mieux que de balancer de la soupe sur les trucs, c'est mieux d'avoir des discours définitifs, etc. Ça, c'est du concret. Voilà. Et donc, moi, je suis pour le concret. Et chaque fois que je peux essayer d'apporter ma contribution à quelque chose qui va améliorer donc la vie des gens, j'essaye. Tu vois, tu faisais référence à qui de mon associé, sur un cas très différent sur la saison 2. Donc, on a eu Ashley Tayeb qui présentait donc une application qui n'existait pas, mais une application qui avait vocation donc à aider les gens donc à lutter contre leurs addictions. Et évidemment, on lui a posé la question de savoir pourquoi elle essayait de faire ça. Donc, et ce à quoi elle a répondu, parce que moi-même, j'ai été effectivement j'ai été donc dépendante et d'une drogue terrible qui est le crack. Elle a vécu dans des conditions terribles pendant des années, etc. Et elle s'en est sortie toute seule.
si tu veux, c'est admirable cette leçon de vie. Tu vois, c'est-à-dire que tu as des gens qui démontrent des forces, etc. Comment ne pas aider quelqu'un qui veut aider les autres et qui a lui-même démontré qu'il avait une capacité et une force à le faire? Voilà, moi, j'essaye effectivement d'être celui qui va accompagner ce type de mouvement. Mais tous mes investissements, j'essaye d'y trouver une logique. Par exemple, j'ai investi en saison 2, en saison 3, en saison 2, pardon, c'était ma saison 1 à moi, et donc saison 2 de qui est mon associé, donc sur une boîte qui s'appelle Biotimix, qui fait un robot, qui est le Thermomix de la beauté, et après tu te fais livrer les produits, et donc tu es sur le marché du faire soi-même, hein. Ouais. Mais avec un robot qui te permet de ne pas avoir à touiller dans ton petit bol, donc de le faire plus vite, et puis après de le conserver, etc. Donc, ça, c'est, on pourrait dire, ça c'est du business, qu'est-ce qu'il y a comme vision là-dedans? Moi, qu'est-ce que j'ai vu tout de suite? J'ai vu une chose immédiatement, qui est comment on peut démocratiser l'accès aux cosmétiques pour le plus grand nombre. Tu vois? Pourquoi? Parce que je pense que c'est une des grandes fractures de notre monde, on n'en parle jamais. Mais l'accès à la beauté, pourquoi il y aurait tout un pan, tu vois, de l'humanité qui n'aurait pas accès à la beauté? Mais quand tu dois acheter des crèmes, si tu veux, donc à 35 € le pot, oui, c'est sûr qu'évidemment, il y a une fracture économique. Oui. Mais nous, on sort des crèmes contour des yeux à 1,25 €, on sort des crèmes hydratantes à 2 €, etc. Et donc là, c'est toujours de l'argent, mais ça met à disposition quand même du plus grand nombre. Et je me dis, quelqu'un qui est chômeur de longue durée, qui est chez lui, qui tourne en rond, etc., tu vois, qui a pas beaucoup de moyens, qui doit se rendre à un entretien d'embauche, mais il a envie d'être beau. Et quand tu te sens beau, eh ben, tu te sens bon, tu te sens fringant, ça développe ton enthousiasme, et quand tu es enthousiaste, tu es convaincant. Tu vois, et donc, la réalité, pour revenir à l'élocution, à la rhétorique, etc., on pourra développer un peu cette partie-là après, mais en tous les cas, je pense qu'il y a plein d'ingrédients, tu vois, et bizarrement, il y a des choses qui ne sont jamais considérées, tu vois, l'accès, encore une fois, j'ai beaucoup parlé du beau sur les paysages, donc les monuments, etc., mais ça vaut aussi pour l'être humain, tu vois, se sentir beau ou belle, évidemment, donc que ça change ton rapport, donc à la société, tu vois, donc et ta manière de te comporter, tu vois. Et donc, je trouve que c'était une mission vachement intéressante. Et donc, on a racheté notre boîte, donc, qui s'appelle Cosmétique, qui produit, parce que nous, on avait le robot et on achetait des produits. Maintenant, on les produit nous-mêmes, donc on baisse encore le prix, tu vois. Okay. Et donc, ça s'appelle donc Cosmétique Biotimix. Et donc Nelly Prit, elle essaie de porter maintenant cette voie-là, parce que les cosmétiques, c'est 95% de marketing, tu vois, avec des marges énormes. Et donc, quand tu prends une crème La Prairie, pour ne pas les nommer, à 300 balles le pot, tu m'excuseras, si tu veux qu'il y ait des gens qui payent ça, tant mieux pour eux, si tu veux. Mais on ne peut pas se l'offrir, quoi. Et donc, nous, on a peut-être pas l'équivalent, mais en tous les cas, on permet à tout le monde, effectivement, d'avoir accès à ces produits à un prix, effectivement, donc extrêmement intéressant. Tu vois, ça, s'il y a un jour, quelqu'un me disait grâce à vous, etc., donc je me suis relancé, etc., voilà, je serais très content, tu vois. Et donc, voilà, et pour finir là-dessus, sur ce sujet du merci, donc Jean-Louis Borloo, j'ai une autre anecdote, c'est Matuidi, donc ça revient effectivement donc au sport, qui était avec nous sur le plateau, donc en saison 3. Il a fait que 3 calmes, donc, mais finalement tout le monde se rappelle de sa présence, et donc il a dîné chez moi un soir, et en sortant je l'ai accompagné à sa voiture, et est arrivée une voiture qui faisait plein de bruit, etc., donc musique à fond, vite baissée, etc., c'était l'été, donc il faisait bon, et il était, je sais pas quoi, 1h du mat', et les types se sont arrêtés, ça, ils ont pilé, genre frein à main, tu vois, bon, il n'y a plus de frein à main sur les bagnoles maintenant, on peut plus piler comme ça, mais en tous les cas c'était un peu ça dans l'idée. Les gars sortent de la bagnole, etc., et je me dis merde, ils vont nous faire chier, etc., et les types disent merci Blaise, et ils remontent dans la bagnole et ils se cassent, tu vois. Et je me suis dit, ça c'est sublime, quoi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, le gars, il a transmis par son exemple, par les victoires, par la Coupe du Monde évidemment, etc. Mais tu vois, il a transmis un peu de bonheur à plein de gens qui lui en sont reconnaissants. Voilà. Ouais. Et finalement, moi je pense que le business, pour répondre à ta question, comme la politique, finalement, le but final, c'est ça, parce qu'en fait, l'enrichissement, on s'en fout. C'est-à-dire qu'à un moment quand je dis on s'en fout. On s'en fout quand on l'a dépassé à ce stade. Oui, c'est ça. Oui, c'est quand pour on ça a ce qu'il faut. Voilà. Je veux dire qu'après, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Alors, je ne vais pas reprendre toutes les rhétoriques que tout le monde connaît sur on peut pas manger plus de 3 fois par jour, etc. Ouais. Voilà, il y a un moment donné où, si tu veux, donc le plus important, c'est ce que tu vas en faire. Voilà. Et tu vois, et à qui ça va apporter. Voilà. Et moi, j'ai plein d'exemples. Voilà, où je me suis senti à des moments donnés utile. Mais il y a plein de fois où j'ai aussi foiré. Il y a des gens que j'ai déçus, tu vois, etc. Donc voilà, je suis pas en train du tout de faire, tu vois, la géographie que je suis en train de dire et de dire que je suis un type formidable. Donc je suis loin d'être le Gandhi ou le Mandela donc du business, très très loin malheureusement. J'aurais adoré ça. En même temps, pour moi, c'est pas le rôle d'un entrepreneur. Il y a
il y a des personnes qui s'engagent, qui mettent leur vie dans une idéologie. Une idéologie, ça peut être très positif. Le rôle de l'entrepreneur, comme tu le dis, c'est d'abord de construire quelque chose, de convaincre de l'intérêt de ce qu'il fait, enfin de trouver plutôt un problème, de trouver une bonne solution, de convaincre de l'intérêt de sa solution. Et ensuite. Et d'en faire un business. Voilà, un business vertueux. Voilà, un business rentable. Exactement. Mais tu peux être rentable et vertueux. Tu vois. C'est-à-dire que les deux ne s'opposent pas. Voilà, tu vois. Et je pense que l'idée que, tu vois, des requins, des tueurs, si tu veux, donc, je pense que c'est plus de l'époque. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, donc, l'époque n'est plus à vouloir faire que de l'argent. L'époque, elle est à savoir comment on va l'utiliser intelligemment. Et donc, on est passé du fric au sens. Mais je pense, ça, c'est ma conviction. Et je pense que c'est c'est ça que j'explique, beaucoup plus gratifiant. Donc, quelque part, c'est même égoïste de ma part. Parce que si tu veux, voilà, le retour que tu en as est beaucoup plus gratifiant. Voilà. Donc, que faire le bien, en fait, si tu veux, en tout cas, essayer, parce que, encore une fois, là aussi, il faut y mettre des limites, mais essayer de faire le bien, c'est effectivement donc plus gratifiant que de vouloir faire du fric, quoi. Mais finalement, ça rejoint, là, pour le coup, la rhétorique, parce que dans la rhétorique, il y a ce qu'on appelle l'éthos, qui est l'incarnation de la personnalité, en fait. La personnalité remplit un des piliers de la persuasion, avec le logo, c'est le pathos. Et c'est en gros, parce que c'est cette personne qui me parle, qu'elle incarne une vertu, un bon sens, que j'ai confiance en elle, enfin plutôt qu'elle est crédible, je vais lui accorder ma confiance. Et donc ça devient aussi un des éléments clés de l'entrepreneur. Et donc cette vertu que tu incarnes notamment avec ce que tu fais sur le tourisme responsable, sur ces choses-là, j'imagine que ça te permet de porter une parole. Et sans doute que c'est aussi un élément constitutif de ton business. Oui, mais si tu veux, qui est pas, tu as tout à fait raison, mais qui est pas forcément donc valorisé par tous. Si tu veux, donc Bon Pote, Wagner et tous ces gens-là vont t'expliquer que de toute façon, je fais du greenwashing et que je suis pire que les autres encore, puisque en plus j'essaie de me donner bonne conscience, tu vois. Et donc, tu vois, bon, alors que moi, j'estime que je suis sur une ligne de crête, justement, qui est la bonne, c'est-à-dire que j'essaie de convaincre les gens de faire mieux. Voilà. Et eux, ils disent, il faudrait pas faire du tout. Bon, voilà. Et moi, je dis, si on fait pas du tout, eh ben, il y a tout à prendre l'humanité qui va plus en vivre. Et ils disent, c'est pas le problème, c'est un autre sujet. Je dis non, c'est le même pour moi. Voilà. Et donc, quelque part, tu vois, on est toujours le greenwasher de quelqu'un, on est toujours, si tu veux, donc, on n'est jamais suffisamment, donc, vertueux, avancé, engagé, donc, et exemplaire, voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui le sont plus que toi, voilà, et évidemment, et c'est vrai que moi, je suis toujours très modéré sur cette parole-là, c'est-à-dire que j'explique que j'essaie de faire un tas de trucs. Voilà, donc tu vois, j'ai investi très tôt, par exemple, dans le rétrofit, parce que je considère que de sortir des véhicules du parc de pollution, eh bien, c'est évidemment donc une vertu, et surtout, donc, on le faisait avec des batteries de seconde vie, donc à qui on donnait donc encore 6-7 ans de plus, ce qui permet donc peut-être de trouver des solutions, donc pour les retraités, donc voire même effectivement, donc après on faisait du stationnaire et on redonnait encore 6-7 ans de vie à ces batteries, et donc on était au carrefour de pas mal effectivement donc de problématiques. Tu vois, j'ai investi dans une ferme verticale, donc avec des LED, très peu de terre, très peu d'eau, puisque c'est une des problématiques auxquelles l'humanité va être confrontée. Tu vois, et donc j'essaye d'être au rendez-vous d'un certain nombre de sujets donc comme ça, mais évidemment donc je suis loin d'être exemplaire, et peut-être heureusement, parce que moi je ne cherche pas, tu vois, donc finalement à gagner donc tu vois donc mon éternité ou mon paradis auquel je ne crois pas, tu vois, donc voilà, je vais pas chercher à gagner un paradis auquel je ne crois pas, voilà. Donc j'essaye de faire comme je peux, voilà, et tu vois, et puis à la fin, si tu te dis finalement donc tu vois, donc d'Ormesson, c'était sa phrase, donc finalement cette vie était plutôt belle, ou oui, c'est ça, oui, je crois que et c'est, tu vois, je pense que à la fin, au mieux t'obtiens ça, tu vois, donc voilà, et donc je préfère j'espère que je serai dans ce camp-là. Donc, tu vois, cette vie était pas si mal ou plutôt belle, tu vois. Donc, c'est-à-dire, on a réussi quand même à faire des choses, voilà. Donc, tu vois, mais j'en aurais loupé plein, tu vois. Donc, y compris à titre personnel, dans ma transmission à ma fille, par exemple, etc. Puisque forcément, toutes mes actions, etc., le corollaire, c'est que si je bosse beaucoup, donc je donne peut-être moins ou bien, etc. Tu vois, donc voilà, on pourra toujours trouver. Donc, tu vois, l'autre fois, je lisais que, si tu veux, Rousseau a mis ses 5 enfants donc à l'assistance publique. Tu connais cette, voilà, donc voilà, Rousseau qui est cité toujours en exemple comme étant effectivement donc le chantre de l'humanité, donc et finalement de la vision de l'homme, donc tu vois, comme étant au-dessus de tout, et puis
évidemment la société Le Pervertissant, donc lui étant Vierge Immaculée, c'est la société qui vient effectivement donc le percuter. Alors il l'a fait pour des bonnes raisons, il l'a fait parce qu'il n'avait pas de fric, et il a même écrit une lettre qui est assez fantastique pour expliquer que c'est la faute justement de l'État, etc., donc parce qu'il n'avait pas d'argent, et que donc il a dû mettre ses gosses à l'assistance. Ceci dit, voilà, donc finalement, son œuvre aura eu un prix. Et quelqu'un l'aura payé, en l'occurrence sa famille. Ça me fait penser à quelque chose, je crois que c'était la saison dernière, il y avait Païdo. Païdo présente son projet, et à la fin, Anthony Bourbon fait son pitch, et en gros invite les bienveillants, avec un ton très ironique, à y aller. Sous-entendu, vous n'irez pas parce que c'est pas intéressant, etc. Et je trouve qu'il y avait un peu... sous-entendu, vous êtes des glands, et parce que vous mettez du fric dans des trucs qui n'ont aucun intérêt, mais comme ils ont pleuré, vous allez y aller. Voilà, c'est-à-dire que, et sous-entendu, même, ça va même plus loin, je pense, en creux, si tu veux, donc ça veut dire, moi, je suis un homme libre, et je me sens au-dessus de tout ça, et je suis là pour faire du fric, voilà, et j'affirme que c'est ça ma façon de voir les choses, et vous, comme effectivement, donc, vous êtes en otage, vous êtes pris en otage, vous ne saurez pas vous en dépêtrer, voilà. Ce qui n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que, si tu veux, sa remarque est assez juste. C'est-à-dire que lui, il a un positionnement qui est extrêmement clair. Voilà. Donc il a le mérite de la cohérence. Personne ne peut lui retirer ça. Bon, voilà. Et nous, c'est peut-être plus ambigu parce qu'un coup on y va, un coup on n'y va pas. Et si le mec se met à pleurer, alors on met plus d'argent. Enfin, tu vois, ce serait quand même un peu débile qu'effectivement, donc le pathos, puisque tu vois, on est dans ton émission, donc employons les bons mots. Tu vois, donc que le pathos finalement vienne l'emporter donc sur la réalité des choses. C'est-à-dire on doit pas être que dans l'émotion. Tu vois, donc moi dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis dit. Je vais te donner mon analyse. Je me dis, ces mecs-là sont méritants. Voilà, c'est un couple de gens méritants. Ils sont très travailleurs. Ils veulent s'en sortir. Ils ont des idées. Bon. Déjà, ça fait quand même beaucoup d'ingrédients. Ils demandent 50 000 euros. Revenons quand même aux chiffres. Donc, ils ne demandent pas 400 000. C'est pas non plus énorme, ils demandent 50 000 euros. Voilà. Moi, j'ai dit, moi, je suis prêt à investir à vos côtés, mais dans la ferme, pas dans la paille d'eau. Oui, c'est ça. Parce que j'y crois pas, ce truc de paille d'eau. Je ne sais pas si c'est ça la bonne idée. Je pense qu'il y a plein d'idées possibles. Tu vois, cas concret, un hectare de maïs, ça rapporte 5 000 euros par an. D'accord. Donc, un hectare, un hectare, donc, si tu veux, de mangue, ça rapporte combien? Maintenant, avec le changement climatique, est-ce qu'on peut pas faire des mangues? Tu vois, j'en sais rien. Je donne un exemple. Et donc, je dis, si on faisait des vergers, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Mais dans ces cas-là, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du capex, il faut de l'investissement. Or, qu'est-ce qui fait que les fermes françaises, 380 000 fermes là qui n'arrivent pas, qui vont en tracteur donc sur les routes pour gueuler parce qu'effectivement donc on veut leur retirer donc un tas de trucs qui font la différence, mais qui malheureusement polluent. Bon, et pourquoi ils sont condamnés à continuer les mêmes modèles? Parce qu'ils sont scotchés financièrement, qu'ils ont fait des prêts pour acheter des John Deere qui valent 150 000 euros, des stabulations donc pour faire la traite ou des porcheries industrielles, etc., qui valent des fortunes et qui gagnent du pognon. Le Crédit Agricole, donc qui fait les prêts. Et les mecs, ils se saignent aux quatre veines et ils n'ont plus un rond et donc ils n'ont plus de capacité à se réinventer. Donc, l'un des moyens de la transition agricole, ce serait de geler les dettes, donc les remboursements pour ceux qui rentreraient dans une voie qui serait de faire autre chose, de faire différemment. Je te donne un exemple concret. En Bretagne, on fait du cochon industriel qu'on va aller vendre 0,80 ou 1 euro le kilo. Bon. Le patané gras en Espagne, ça peut monter donc à 1 000 euros le kilo. Pourquoi nous, la France, qui avons une image donc de pays exceptionnel, enfin de produits du terroir exceptionnels, pourquoi on est parti faire des porcheries industrielles sur lesquelles on est foutu puisqu'il faudrait les faire toujours plus grandes. Et nous, nos limitations, nos réglementations et même la surface d'exploitation et les conditions salariales qui font qu'on ne peut pas embaucher des gens qu'on paierait donc très peu cher, etc. pour pouvoir donc bosser dans ces porcheries. Tout le modèle français, c'est Vuitton, c'est le patané gras, c'est pas le cochon à 0,50, tu vois, ou à 1 euro. Bien sûr. Tu vois, et donc pourquoi on est parti là-dedans? Eh ben, on est parti là-dedans parce que on a poursuivi un modèle qui n'était pas le bon, voilà, et on s'est gouré. Donc maintenant, il faut sortir de ça et redonner ces lettres de noblesse à l'agriculture en sortant les mecs de leurs dettes. C'est ça le problème des mecs, c'est pas qu'ils sont pas cons. S'ils pouvaient faire autre chose, ils le feraient. Regarde, les champs de Maury, la Maury, donc ça peut monter à combien l'hectare? En perma, pour le coup, tu vois, en perma-agriculture, moi j'ai un copain, il a 2 hectares, donc 3 hectares, la ferme du Perche, donc Jean-François Rial avec son fils Tom, ils font plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires.
Tu vois. Et donc, si tu veux, tu as des mecs qui font 100 000 balles à l'hectare, donc en perma ou 150 000 balles, et on revient au maïs, 5 000 balles. Donc, si tu veux, alors ok, il y a plus d'employés, ok, mais lui, il fait un petit bénéfice, et tout le monde est payé, tu vois. Et donc, il y a sans doute des voies, mais pour ça, effectivement, donc, il faut pouvoir, à un moment donné, se faire un pas de côté. Or, l'agriculteur n'a pas de pas de côté, puisque tous les mois, il doit payer ses traites, tu vois. Et plus le savoir-faire. Problème comme ça. Le savoir-faire, parce que pour le coup, mon grand-père était agriculteur aussi, et moi-même j'ai beaucoup bossé dans les champs, etc. Donc je ça très bien passionne. Dès que j'ai commencé à parler de ça, tu t'es éliminé. Mais on va éviter de trop divaguer là-dessus, mais juste pour dire là-dessus, c'est qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un savoir-faire. Pas divaguer, digresser. Digresser, pardon. Il y a un savoir-faire qui se transmet aussi. Et que quelqu'un qui travaille dans le céréal ne sera pas capable d'aller travailler de la mangue, en tout cas il ne saura pas le faire, etc. Et on peut le former. Et voilà, mais c'est ça, là aussi où il y a ce pas de côté qui doit être nécessaire. C'est ce temps de formation. Oui, mais beaucoup de jeunes aussi maintenant, on fait des écoles, tu vois, ils connaissent plein de trucs, si tu veux. Et donc, très clairement, si tu veux, c'est pas de la mauvaise volonté, quoi, c'est qu'ils peuvent pas. Quand tu vas chez un paysan, si tu es un agriculteur, tu as une caractéristique, moi des fermes, j'en ai fait plein, etc. Si tu veux, tu as un nombre de courriers accumulés, des recommandés, des machins, que les mecs n'ouvrent même plus, parce que c'est la laiterie qui lui demande des trucs, machin. Ils sont paumés, les mecs, tu vois, ils respirent plus, et quand l'eau est là, si tu veux, donc tu vois, juste ici, tu te débats, voilà, et donc ces gens-là, ils survivent, et quand tu survis, eh ben c'est très compliqué de se réinventer. Donc, moi, ma proposition, c'était de leur dire, je mets de l'argent avec vous pour justement qu'on passe le pas de côté, qu'on réfléchisse donc à comment on pourrait faire, et je le faisais en me disant, ça me servira un peu de labo pour, si on trouvait des solutions, pouvoir effectivement donc, faire école. Voilà. Ouais. Et en même temps, j'aide des gens qui sont méritants. Ma solution, on leur a pas du tout plu. Donc, et ils ont eu les 50 000 euros donc, avec mes 3 camarades. Donc, ils n'ont pas eu besoin, donc, si tu veux, donc, de prendre ma proposition. Voilà. Et donc, bienveillant, c'était peut-être le début de la réflexion, mais moi, c'était surtout méritant. Voilà. Et tu vois, et donc, je pense qu'il y a une grande différence entre la bienveillance et le récompense du mérite. Ouais, mais surtout, il y a un truc que je dis tout le temps, et je crois que ça fait 3 épisodes que je le dis à chaque fois, mais je le répète encore une fois. Répétons-le. Pour moi, la bienveillance, c'est pas de la gentillesse. La bienveillance, c'est être aussi honnête et savoir dire à quelqu'un, et ce que je trouve, tu fais souvent très bien, de dire, là, ton projet, j'y crois pas pour telle raison, je te le dis en toute bienveillance, je te fais pas croire que c'est un projet génial. Je vais pas non plus me laisser convaincre par le pathos, tu peux m'émouvoir, etc. Mais je sens que ça ne marche pas et je te l'explique pour te faire grandir. Bien sûr. Et je pense que c'est ça la vraie bienveillance. Je le fais beaucoup, et tu as raison, et je le fais beaucoup, et c'est pas évident à faire. Ouais. C'est pas évident à faire parce que d'abord, tu as les gens en face de toi. Et ces gens-là, si tu veux, donc ils attendent de toi autre chose que des conseils. Ouais. En l'occurrence, ils attendraient plutôt de l'argent. Et donc ça, on n'est pas dupe. Et donc, si tu veux, quand tu commences, tu vois, ta diatribe et que tu sais qu'effectivement, donc tu vas forcément décevoir donc les gens qui sont en face. C'est déjà effectivement donc un peu compliqué. Premier élément. Deuxièmement, tu es à la télé. Donc il faut éviter quand même aussi d'humilier les gens, tu vois. Et donc il faut à la fois être très précis et pertinent, tu vois, et en même temps il faut garder un peu de distance, donc et se rappeler où on est. Troisième élément, parce qu'on pourra me reprocher, donc de dire mais des fois t'as été dur aussi parfois avec des gens. D'ailleurs Bourbon le fois il a dit ça, il a dit mais toi-même, etc. Il m'est arrivé de le faire pour une seule raison. Si tu veux, moi, je l'ai fait 2 fois. Voilà, si je refais un peu l'historique, ou peut-être 3 fois. Bon, voilà, comme disait Jacques Brel, donc j'ai jamais tué de chat, donc ou alors j'ai oublié, tu vois. Donc voilà, donc je l'ai fait une première fois parce que je considérais que l'attitude des gars était pas adaptée donc à la situation et que quelque part il y avait un petit côté foutage de gueule. Voilà, qui ne me convenait pas. Bon, voilà, donc j'ai le droit d'avoir mon avis sur le sujet et de l'exprimer, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, ils m'en veulent beaucoup, donc, parce que j'avais fait une petite blagounette. C'était les trucs de la focaccia, là où Non, la focaccia, moi j'ai été hyper cool. Moi j'ai adoré. Okay. D'ailleurs, j'ai été bouffé chez eux après. Les 3 mecs, j'ai adoré, moi, le show, etc. Non, après... Je voyais pas trop, si tu veux, comment, tu vois, le show l'a trop emporté sur le business, etc. Ouais. Mais c'était un très bon moment. Tu vois, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais j'ai été goûter leur sandwich dans le 17e et c'était très très bon. C'est super bon. Super bon. Donc, puis les mecs vraiment très forts. Donc d'ailleurs ils ont fait HEC, etc. L'un des 3. Enfin bon, c'est des mecs très brillants. Et donc ils devaient développer de la franchise, mais l'un voulait pas. Tu vois, c'était
ils n'étaient pas très clairs sur la suite, voilà, et sur la stratégie qu'ils avaient développée. Voilà, bon, la raison pour laquelle je suis pas allé. Non, moi c'était sur la mutuelle pour animaux. Ah oui, je me souviens de ce truc-là. Voilà, où j'avais fait une blagounette en disant, voilà, parce que la valo était très élevée, et donc j'avais dit, mais vous c'est un incroyable talent parce que c'est pas qui est mon associé qu'il faut faire, c'est incroyable talent parce que si vous les arrivez à lever sur cette valo-là, et il se trouve qu'ils ont levé et que maintenant effectivement donc ils disent Nadir Kelglan, on a réussi à lever, etc. Et bah tant mieux. Moi je les félicite, mais globalement des mecs qui viennent sur le plateau et qui t'expliquent que ils ont pas de techno, ils ont pas de chiffre d'affaires, tu vois, et que ça vaut 6 millions, ils ont pas de communauté. Je cherchais pas de techno, pas de chiffre d'affaires, pas de communauté. Et tu dis mais alors qu'est-ce que vous valorisez? Bah, l'idée de faire une mutuelle pour animaux, si tu veux, il y a 150 mecs qui l'ont eu. Donc, c'est quoi votre différence? Bah, nous, on va être bon. Bah, ok, mais si tu veux pas 6 plaques, tu valorises pas 6 plaques le fait que tu aies de l'énergie, tu vois. Donc voilà, bon, moi, c'était ça mon truc, si tu veux, et j'avais quelque part l'impression que ils étaient issus d'un monde qui leur permettait de croire qu'ils auraient cet argent-là et du reste ils l'ont eu parce que sans doute ils avaient des réseaux, etc. Mais que c'était pas la vraie vie. Voilà. Et donc ça c'était mon premier point où j'ai été effectivement donc où j'étais un peu énervé ou irrité. Énervé c'est beaucoup dire. Et puis cette année il y a eu une séquence avec le barbier donc de Marseille, voilà où tout le monde a dit mais c'est la faute des deux petits jeunes et moi j'ai dit non c'est la faute du chef. Quand tu as un truc merde, c'est le patron qui doit être responsable. Moi, un truc merde, c'est pas mes équipes, etc. C'est Nadir, parce que d'abord, c'est Nadir qui a choisi les équipes. Donc déjà, il est comptable des équipes en question. Tu comprends ? Et donc, je me suis adressé à lui, voilà, donc très clairement, et en lui disant, écoute, c'est parce que effectivement, donc t'es copain avec un footballeur ou deux, que ça fait un business, ça, mon ami. Donc, si tu veux, le mec avait rien travaillé. Et pourquoi ? Je pense. Parce que quelque part, en m'en prenant un peu à lui, je m'en prenais aussi à l'émission. C'est-à-dire que quelque part, cette émission, elle laisserait imaginer que parce que tu aurais eu une vie difficile et que tu aurais dépassé, donc, si tu veux, ces difficultés, alors tu serais légitime pour être entrepreneur. Non, tu es légitime pour être un homme bien, tu es légitime, effectivement, donc, pour avoir une vie épanouie, sans doute, mais en quoi ça te fait de toi un entrepreneur ? Il faut vraiment, donc là, bien comprendre les choses. Quand Ashley Tayeb parle de son application, il y a un rapport direct entre l'application et ce qu'elle a vécu. Donc, elle explique d'où elle vient. Parce que ça nourrit le pourquoi, le fameux why, donc du pourquoi elle fait ça. Voilà. Mais quand un mec, comme cette année, est pépiniériste et qu'il explique qu'il y a eu de la pépinière, etc., quel rapport avec pépiniériste ? Aucun. Donc, si tu veux, moi, je ne vois pas. Si tu veux, donc, tu as de l'émotion qui fait comprendre la démarche, qui fait adhérer donc, à la démarche. L'agriculteur qui fait des pailles et qui dit c'est très dur, donc on essaie de trouver des idées, etc. Bah, ça, c'est de la vraie émotion, mais de l'émotion créative. Tu vois, il essaie de trouver des solutions, tu vois. Et puis, il y a des choses que tu as vécues dans ta vie, mais qui n'ont rien à voir avec ton business, si tu veux. Et donc, il faut basculer dans confession intime. Et donc, si on commence, tu vois, à faire croire qu'il suffit, effectivement, dans ton pitch, de mettre de l'émotion pour, effectivement, emporter l'adhésion, eh bien non. Et donc, c'est pour ça que c'est cette limite entre bienveillance et bonne compréhension, entre, si tu veux, bienveillance et mérite, entre bienveillance et engagement et adhésion et tu vois voilà et émotion collective. Voilà, il peut y avoir de l'émotion collective et tu te dis attends mais ça c'est trop fort quoi, tu vois, j'ai envie d'aider ce mec là. Voilà, tu vois, parce que je pense qu'il va me le rendre. Tu vois, parce qu'il va aider d'autres gens, parce que ça va créer une dynamique, parce que voilà. Et des fois, tu es déçu. D'ailleurs, si tu veux, donc voilà, investir sur les hommes, c'est prendre le risque, effectivement, de la déception. Et j'ai été déjà déçu, évidemment. Et ça, c'est un truc que je dis très souvent. Je fais des analyses très souvent, des pitchs de qui veut être mon associé. Et je le répète très souvent. Si vous faites des levées de fonds dans le circuit classique, entre guillemets, ne prenez pas exemple sur ce qui se passe dans l'émission, parce que c'est coupé comme pas possible. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il n'y a pas le montage, il n'y a pas la musique de fond, il n'y a pas tous ces trucs-là. Non, mais il y a des choses qui sont très vraies et qu'il faut garder, qu'il faut capter. Bien sûr. Et puis il y a des choses. C'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs. C'est de dire là, tel procédé. J'ai vu parce que tu m'avais taclé, je crois, une fois sur un cas, je sais plus lequel. Il me semble que. Non, mais généralement, tu m'aimes bien. Mais il me semble que j'avais vu ton truc et sur un cas, tu m'avais un peu taclé. Mais t'as peut-être raison. C'est-à-dire que je sais plus ce que c'était. C'était peut-être sur Paido, du coup. Ah, c'est possible. Ah oui, parce que je voulais la ferme. Les gens ont dit, ils veulent la ferme. Tu vois. C'est peut-être là-dessus. Et je t'ai dit, moi, je comprends que des agriculteurs cèdent pas leur ferme parce que c'est le seul truc
pas que c'est leur ferme, je dis je veux être associé à la Ouais, ferme. ouais, bien sûr. Pas la même chose. Ouais, hein. ouais, Et je voulais ouais. 10%. Et tu vois, c'est pas non plus, tu vois. Donc j'étais un associé à la ferme. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, je dis peut-être que demain on fera de la morille et que c'est ça qui va sauver la ferme et Ouais, pas ouais. effectivement faire des pailles d'eau. Tu vois, qu'est-ce que j'en sais moi si les pailles, tu vois, donc tout le monde s'est excité sur les pailles parce que c'était sympathique et c'était 50 000 balles. Mais moi, j'en sais rien si c'est ça qui va marcher ou pas. Et je pense même que ça marchera pas. Tu vois, donc ça marche pour l'instant, mais ça bricole. Tu vois, donc il y avait peut-être quelque chose de beaucoup plus fort à faire. Et donc je m'étais dit, si on réfléchit ensemble, si je m'associe à ce truc-là, si je vais les voir régulièrement, parce que moi, ma caractéristique, si tu veux, c'est que, et ça personne ne pourra le retirer, c'est que moi je m'intéresse aux startups Ouais, après. Moi je vais ouais. sur place, j'étais avec les mecs, je m'intéresse à tout, etc. Tu vois, et donc quelque part c'était ça que je voulais faire avec eux. Mais attends, mais encore une fois, ils avaient tout à fait le droit de ne pas vouloir ça, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ne voulaient pas. Voilà. Ouais, donc très bien. Mais soit ce que je voulais te dire, c'est que si tu veux, il y a une logique dans cette émission quand tu regardes les pitchs, si tu veux. Le volontarisme n'est pas suffisant. Et donc le mec qui vient et qui dit j'ai une histoire dure, mais je vais tout déchirer. Ok, ça pour moi c'est le niveau 0 du pitch. Voilà. Ouais, Il se trouve que c'est ça qui est très valorisé, d'accord? Ouais. Parce que ça fait de la bonne télé. Voilà. Et donc n'oublions pas qu'on est à la télévision et que donc on est toujours un peu déchiré entre évidemment donc le business et le spectacle. Voilà. Et donc et tous on joue un peu à ce jeu-là et tous on est plus beau. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue qui me disent ah vous êtes plus beau à la télé. Bah évidemment t'es maquillé, t'es coiffé, ils mettent mes cheveux comme ça, ça on les, tu vois ça ils sont gonflés. Voilà je suis bien habillé, ça. Ok très bien. Si tu veux, Je suis très bien habillé là aussi. Ah oui mon petit gilet asphalte. Je voulais en parler d'Asphalte. J'adore cette marque. Voilà. Mais si tu veux donc voilà. Donc tu vois t'as une styliste, t'as deux maquilleuses, t'as un coiffeur, t'as un barbier, etc. Évidemment que t'es plus beau, t'as les lumières, etc. Très bien. Donc c'est de la télé. Voilà, ça n'avait jamais à personne que c'est de la télé. Et donc on essaye, et c'est ce que j'avais dit donc sur les premières émissions, c'est que on essaye effectivement donc non pas de faire de la télé-réalité, mais d'apporter la réalité dans la télé. Oui. Mais il y a quand même la télé, voilà. Et donc il y a évidemment tout ce qui va avec, voilà. Mais on n'est pas non plus tombé dans la caricature, tu vois, et dans le spectacle et dans le show complet. On essaye de garder une ligne, effectivement, donc, tu vois, de crête, qui est quand même compliquée, très clairement, hein, et des fois, ça échoue, donc, à l'évidence, tu vois, mais globalement, ça a quand même un rôle éducatif, ça quand même permet effectivement donc aux gens de mesurer donc pas mal de choses. Tu vois tout le débat sur connaissez vos chiffres, les marges, etc. Tu vois il y a quand même du ping-pong dans tous les sens, le concept, la marque, les marchés, la distribution, etc. Et combien tu vends en direct et combien tu vends quand c'est la distribution. Tu vois la fabrication, le temps, les délais, le BFR. Tu vois on brasse quand même et on embrasse quand même beaucoup de choses. Donc sur un cas précis, il en manque toujours un peu, mais quand tu additionnes tous les cas. T'as quand même une pitcher assez génial. Voilà. Maintenant, n'oublions pas que dans cette ligne d'investisseurs, finalement, il y a plutôt les entrepreneurs qui investissent que les investisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fonds d'investissement qui se commettrait, tu vois, j'emploie le mot à dessein, dans cette émission. Un mec qui gère des gros fonds, jamais il va en une heure décider s'il met 300 000 ou 400 000 ou plus. Ça n'existe pas. Ça existe parce que nous, on est entrepreneurs, qu'on a sans doute une sensibilité aux individus, au marché, aux projets, etc. donc plus forte et qu'on pense qu'en plus on pourra apporter des synergies, ce que ne fait jamais un fonds. Ils disent tous qu'ils le font, mais ils ne le font pas. Et très peu. Moi, j'ai un de mes fonds, Entrepreneur Invest, qui fait un peu ça. Enfin, c'est très compliqué donc pour un fonds de le faire. Et surtout, nous, on apporte du réseau et même parfois des idées. Parfois, on peut améliorer donc les choses. Et surtout, on apporte du mentorat aux dirigeants qui sont souvent dans une première phase d'action un peu balbutiants. Et nous, on est passé par là et on peut faire gagner du temps. Voilà. Et donc, on est capable de se dire... Ok, je vais créer de la valeur là-dessus, je vais aider le mec et je vois comment on va pouvoir vraiment avancer. Encore une fois, des fois ça échoue, des fois ça réussit. Voilà, et donc on est dans cette logique. Et tu vois, et quand moi je décortique à la fin et j'explique pourquoi j'y vais pas, mais des fois c'est pourquoi j'y vais. Et parfois, je commence par dire que j'y vais pas. Enfin, c'est arrivé une fois sur les mains de mamie où j'ai commencé par expliquer que j'y allais pas, que moi à sa place je ferais ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, mais j'ai regardé Delphine André qui est à côté, et je me suis dit, mais c'est pas con ça. Une fois, Delphine m'a dit, mais ton idée est top. Et j'ai dit, mais t'as raison, mais finalement, pourquoi on le ferait pas? Et donc, ça, c'était les petites, donc, tu vois, donc, d'origine sri-lankaise, donc, qui étaient, on avait tous dit non, elles sont parties,
Et elle me dit, mais ton idée est top. Et je lui dis, mais dans ces cas-là, il faut qu'on y aille. Hop, je suis parti les rechercher, tu vois. Bon, voilà, parce que, tu vois, moi, je réfléchis, peut-être lentement, j'en sais rien. Donc, en tous les cas, tu vois, je suis pas en train de me déballonner ou d'essayer de construire un pitch pour finalement sortir du truc. Je réfléchis à ce que j'avais devant les yeux et de me dire est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas, et si oui, et sinon pourquoi, et si oui pourquoi. Voilà. Et si oui pourquoi, il m'arrive de dire, tu vois, French baguette. Je dis à la nana, votre pain est dégueulasse. Tout le monde lui dit votre pain est formidable. Moi je le goûte, je trouve ça c'est du caoutchouc. Donc je dis votre pain est dégueulasse. Et je dis mais c'est qui le meunier? Elle me dit avec le meunier on avance, etc. Je dis pourquoi on ne fait pas rentrer le meunier dans la boîte? Il prend avec nous 10%. Et donc je fais une proposition, je dis moi je veux qu'il y ait le meunier au capital et qu'on fasse la meilleure baguette du monde. Voilà. Notre claim, ça va être ça, la meilleure baguette du monde. On me dit, c'est débile ton truc, puisqu'on vend ça à des touristes, on ne les reverra jamais. Tu vois? Ben moi non. Moi je pense que, si tu veux, la mission d'entrepreneur, on y revient, c'est quand même au départ le produit et le produit. Si tu veux, moi j'ai le goût du produit, le produit doit être de qualité, j'ai envie de promouvoir un produit de qualité. Et je me dis que si mon produit est de qualité, si tu veux, ça va se savoir. Et donc les distributeurs, ils vont plus pousser mon produit à moi, parce qu'il n'y aura pas de SAV, parce que peut-être même que je peux faire des commandes de gens qui rentraient chez eux, vont commander sur mon site, tu vois, etc. Et donc j'ai quand même au cœur de ça l'idée de dire la France, la baguette, etc. Très bien, mais une bonne baguette. Pas une baguette, effectivement, juste de circonstance, tu vois. Le mec, il n'a pas acheté un gadget, il a acheté un produit comestible. Voilà. Et donc, elle est partie réfléchir. Elle avait 4 offres. Et elle est revenue et elle a dit bon, je commence par me la dire. Mon pitch était très bon et j'étais sûr que j'allais gagner. Voilà. Et quand elle revient, elle me regarde. Elle regardait que moi. Alors, je me dis, alors là, ça y est, c'est réglé. Elle dit, alors, je vais commencer par me dire, voilà, qui a un projet très intéressant, mais c'est pas le mien. Bon, ben voilà, ça a été réglé. Oui, au moins, c'est clair. Ouais. Je te propose qu'on passe à un exercice, question de rapidité, où je vais mettre un chrono et tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions rapides. Ok. Donc, c'est des questions très simples. Et c'est quoi le record de réponse sur 1 minute? Le record, je crois que c'est Aram qui l'a battu. Ouais. Aram Attar, qui est coach dans Qui veut être mon associé. Ouais. Alors, je tiens à dire qu'on ne le voit jamais. Parce que lui, il coach effectivement donc, les candidats. Et donc, en fait, pour bien expliquer aux gens, il y a 3 bâtiments. Le plateau central, donc, qui est énorme. Il faut rappeler que c'est une production où il y a plus de 120 personnes. Donc, c'est très grosse prod. Il y a une maison, dite maison des candidats, donc, avec les coachs et les journalistes. Et nous, donc, on est de l'autre côté. Voilà. Et on arrive sur le plateau, on n'a aucun élément et on découvre et les candidats et les sujets. Et donc, Aram, je le connais parce que à la fin de la saison, il y a toujours un pot avec tout le monde. Et là, on discute. Et là, il me challenge. Et il me dit, j'ai bien aimé quand tu as dit ça. Ou sur tel candidat, tu t'es planté, etc. Donc, c'est très intéressant, évidemment, d'avoir aussi son regard de la manière dont on a décrypté, nous, les projets. Et donc, je pense que c'est lui qui a fait le plus grand nombre de réponses. Je pense qu'il a dû en faire une quinzaine. Oh bah, je suis foutu. Mais à voir, parce que je pense que ça peut quand même se battre. Alors, est-ce que tu es prêt? Ouais. Parfait. Ton orateur préféré? Lucchini. Le livre que tu as le plus lu? Ouais, Voyage au bout de la nuit. Le métier que tu aurais aimé faire? Plein. Mais effectivement, président de la République pour sauver un maximum de gens. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Parler plus lentement. La question que tu te poses le plus souvent? Ah, je doute beaucoup et donc est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pas dû donc ne pas agir quoi. C'est-à-dire que souvent je me mets dans des situations compliquées que j'arrive à dénouer, mais peut-être il aurait mieux fallu ne pas y aller. Le voyage que tu as préféré? Madagascar. La personne qui incarne le mieux le mot réussite? Bernard Arnault. Le pouvoir que tu rêverais avoir? Ah bah le pouvoir effectivement de rendre les gens heureux quoi, l'humanité heureuse évidemment, ou le monde apaisé puisque c'est mon grand claim. L'étape que tu changerais dans ta vie? Tout. L'insulte que tu utilises le plus? Tocard. Ça marche. Combien? Parfait. Non, j'ai été un peu long sur une deux. Hein, non, on est à 11, franchement. Bien joué. Ouais, non, mais je pourrais continuer. C'est quoi les questions d'après? Alors, qu'est-ce que j'ai ta plus grande qualité? L'honnêteté. Ton pire défaut? Non. La plus grande qualité, la sincérité. C'est pas l'honnêteté. La sincérité.
C'est marrant, je suis en train de lire le livre de Ed Catmull, le fondateur de Pixar, Ouais. et je viens de lire ce matin son chapitre dans lequel c'est exactement ça, la différence entre honnêteté, Mais sincérité garde-le et ça parce que franchise. c'est vachement intéressant parce que Et tu vois, ouais. spontanément j'ai dit honnêteté et tout de suite je me suis dit non, parce que j'ai dû être malhonnête dans ma vie plein de fois. Donc non mais tu vois, je sais pas ce que c'est que chacun voit la malhonnêteté donc à des choses différentes, tu vois. Donc et j'ai dû tromper des gens parfois sans même le vouloir, sans doute en promettant des trucs ou parce qu'ils ont cru que j'allais faire des choses, ou tu vois. Moi j'adore la phrase de Sioran, ça tu peux garde-le parce que tu vois, il y a une phrase de Sioran qui est absolument géniale où on lui dit donc parce que tu connais Sioran et donc tu connais le côté dépressif du personnage et quelqu'un lui dit mais vous n'avez jamais songé à vous suicider? Ouais. Et il dit oui, plein de fois, mais j'y ai renoncé. J'ai tellement de gens encore à décevoir. Ouais. Voilà. Et donc, moi, je trouve cette phrase absolument géniale. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que c'est tout le recul qu'il faut avoir par rapport aux choses. C'est que, bien sûr, que tu réussis des trucs, t'en loupes, et sans doute que tu déçois toujours des gens. Voilà. Moi, j'ai sans doute déçu plein de gens. Et j'ai aussi, effectivement, donc, eu sans doute les remerciements, les félicitations d'autres. Voilà. Donc, tu vois, pour qu'il y ait des pour, il y a des contre. Tu vois, et tu peux jamais, effectivement, donc, penser que, tu vois, la plénitude, c'est un sentiment qui est forcément éphémère. Je pense que tu peux l'atteindre à certains moments, sans drogue. Donc, mais c'est des petits moments. Voilà, ça ne peut pas être un état permanent, évidemment. Il y a une théorie que j'aime bien là-dessus, c'est une idée qui veut que, en fait, le bonheur, la tristesse, c'est des moments, mais qu'en fait, la plupart du temps, on est dans un état neutre qui n'est ni du bonheur ni de la tristesse. Simplement, on vit et il n'y a pas une émotion forte à chaque instant. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien. Et ça, c'est un des messages aussi de l'amour, c'est que les gens voudraient qu'effectivement il y ait l'extase permanente, etc. Tu vois. Et donc, évidemment que l'amour, ça se construit. Donc, au départ, ça sans doute que effectivement, donc c'est pulsionnel. Donc, mais après, la raison doit effectivement donc l'emporter. Alors, quand tu parles comme ça, c'est très peu féminin. En général, ton partenaire ou ta partenaire n'aime pas ça, si tu veux. Donc, mais voilà, moi, je pense évidemment donc qu'une vie réussie, c'est une vie bien construite. Ça, il y a un prêtre que j'aime beaucoup, l'abbé Grosjean, qui en parle, qui a écrit un livre là-dessus, et qui fait la différence entre être amoureux et aimer. Être amoureux, qui est un état passif, donc, comme tu le disais, un état passionnel, un truc qui nous arrive, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, et le fait d'aimer, qui est un choix, un acte qu'on pose, et qui est, en fait, je fais le choix. C'est un truc de prêtre, ça, hein, parce qu'évidemment, oui, bien sûr. Il y a un pan qui connaît moins. Bien sûr. Mais apparemment, pour l'avoir réfréné, donc. Oui. Alors, moi, c'est ma vision. Je suis pas prêtre, mais l'idée, c'est un peu ça, c'est que quand on décide d'aimer, c'est vraiment un engagement qu'on prend. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on te ravage de plein de trucs, et surtout, je pense qu'aujourd'hui, l'époque, en fait, crée des images qui sont en fait artificielles et qui sont fausses. Et donc, les gens, en fait, se comparent à des choses qui n'existent pas. Donc, forcément, ils ont toujours l'impression donc de ne pas avoir la vie rêvée, la vie qu'auraient les autres, mais elle n'existe pas, cette vie-là. Voilà, s'il y a un message à donner, c'est que ces gens, effectivement, donc qui réussiraient tout, etc., ça n'existe pas. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui fait avancer le monde, c'est le doute, c'est jamais les certitudes. Et le doute, ça te tord un peu les boyaux, ça te fait des nœuds au cerveau. Voilà, l'instabilité, c'est aussi ce qui te fait avancer, ce qui te fait donc être meilleur, ce qui te fait, tu vois, donc ce qui nourrit ton énergie, tu vois. Et donc, je pense que revenir à cette idée de plénitude, encore une fois, donc ça peut être un Graal, etc., mais ça n'est jamais permanent. Voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête. Voilà. Et chez personne. Voilà. Avant de conclure, je te propose une dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas encore posée dans un podcast ou ailleurs et que tu aimerais qu'on te pose ? Je pense qu'en fait, ça aurait trait plutôt à mes faiblesses qu'à mes forces. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je me suis construit quand même, autour de cicatrices, tu vois, donc plus qu'autour, effectivement, donc de réussite. Tu vois, j'ai cette phrase dans mon portrait dans l'émission qui m'est venue comme ça, donc en disant qu'un entrepreneur donc doit savourer les petites victoires et digérer les grandes défaites. Tu vois, donc voilà, moi, je suis une bonne illustration de ça. C'est-à-dire que tu vois, moi, je pense que la fracture originelle chez moi, donc, c'est le rapport à ma maman et le fait qu'elle soit décédée assez vite. Enfin, j'avais 28 ans, mais j'ai l'impression que j'en avais 16. Et qu'en tous les cas, donc, la conversation avec elle s'est interrompue brusquement. Donc, sans doute qu'on ne s'est pas tout dit. Et surtout, donc, elle n'a pas sans doute, voilà, elle avait beaucoup confiance en moi, elle avait beaucoup misé sur moi, donc et elle n'a pas forcément vu tout
tout ce que j'ai pu accomplir ensuite, voilà, à commencer par ma fille, tu vois, qui a 14 ans et qui est née bien après, tu vois, donc, et voilà, et donc je pense que c'est un de mes moteurs, c'est effectivement donc cette fracture, et puis après j'ai ma grand-mère, donc voilà, les trois femmes de ma vie, donc en dehors de ma femme, c'est ma mère, ma grand-mère, ou ma grand-mère par ordre, ma mère et ma fille, tu vois, et donc cette fracture, sans doute était un des éléments qui m'a effectivement donc amené à considérer les choses différemment et peut-être avoir cette bienveillance. En fait, t'es petits cons. T'es petits cons quand la vie t'a jamais encore balafré, quoi. Et puis quand tu commences à avoir les cicatrices, effectivement, donc forcément, tu t'adoptes à une vision de la vie un peu différente, voilà. Et donc cette fracture, je n'avais jamais répondu à cette question que là, d'ailleurs, j'ai pas posé là, mais j'ai apporté la réponse, tu vois. Petite parenthèse avant de continuer. Je viens de lancer AuraVox, la première formation de groupe à la prise de parole pour les dirigeants. AuraVox, c'est 12 semaines d'entraînement intensif pour les dirigeants qui veulent marquer les esprits quand ils prennent la parole avec des grands comptes, face aux médias ou en interne devant leurs équipes. Il n'y a que 8 places, vous travaillerez avec 5 experts différents et vous bénéficierez d'un suivi et de coaching individuel en plus des sessions en groupe. Ça vous parle ? Alors réservez un appel avec moi. En 20 minutes, on fait le point sur vos enjeux et je vous dis si AuraVox est fait pour vous ou pas. Si ça l'est, sachez que la formation peut être entièrement prise en charge grâce à la certification Calliope. Le lien pour prendre rendez-vous est dans la description et nous on reprend. On fait signe qu'il faut conclure rapidement. En tout cas, merci énormément. On a appris beaucoup de choses. J'aurais beaucoup aimé qu'on prolonge. Donc on a déjà bien dépassé. On était lancé là, donc je reviendrai parce qu'en plus, voilà, sur les mots, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Effectivement, enfin, au moins j'ai casé Lucchini. C'est déjà ça parce que j'ai été le voir au moins 7 ou 8 fois et t'apprends de voir, tu vois, donc comment il joue avec les phrases, comment effectivement donc il répète certains mots pour qu'effectivement donc pour justement donc engager, comment il joue avec les spectateurs, etc. Voilà. Et je pense que si tu veux quelqu'un qui voudrait travailler à un pitch, devrait aller voir Lucchini en spectacle. Ah oui, en tout cas, il y a une énergie à récupérer chez lui. Exactement. Et tu vois, je me sens un peu de cette veine-là. Tu vois, un autre orateur que j'aime beaucoup, c'est Raphaël Enthoven. Tu vois, je trouve que il y a une poésie, il y a une façon de manier la langue, tu vois, qui est assez formidable, évidemment, qui est propre aux philosophes et aux gens qui et aux gens qui ont fait l'école normale et qui donc ont beaucoup de référents culturels. Tu vois, on l'a pas dit. Voilà, je pense aussi que un bon pitch, c'est quelqu'un qui a des références, quoi. Voilà, et avoir des référents intellectuels et culturels, c'est un élément évidemment donc très fondateur d'un pitch. Voilà, un pitch, c'est pas une mécanique apprise par cœur. Tu vois, c'est de la sincérité, c'est de la vérité, et c'est aussi donc du recul et de la hauteur. Parfait. Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra sans doute développer dans un prochain épisode. On essaiera de prendre date très rapidement. En tout cas, merci énormément. Merci à toi. De votre côté, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. S'il y a des questions, je les transmettrai à Jean-Pierre en espérant qu'il nous répondra. Mais je suis sûr qu'il le fera. Jean-Pierre répond toujours. Voilà, je sais qu'il le fait en plus. Encore merci et comme d'habitude, pensez surtout à ne pas vous abonner. Comme ça, vous êtes certain de louper les prochains épisodes. Qui vont être très bons, d'autant que je vais revenir. Parfait. Ça, c'est noté. Merci beaucoup à tous. Encore merci Jean-Pierre. Et ciao.